Comment ils vont? Pour ce troisième épisode de mon podcast, je suis accompagné de quelqu'un de spécial. Spécial car le mec a 33 ans, il a été bras droit de Jean Todt et Media Delegate à la FIA, mais aussi directeur de la communication du Grand Prix de France. Et oui, c'est un beau CV, surtout à cet âge-là. Spécial pour moi aussi parce que depuis le début de mon projet, c'est un peu mon bienfaiteur. Il m'a aidé, accompagné et poussé dans mes projets depuis les 5 années qu'on se connaît. Je suis donc très heureux d'avoir fait cet échange avec lui et je suis sûr que vous allez adorer ces histoires et anecdotes. Pour booster mon travail sur ce nouveau format, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Cette interview est également disponible en podcast. Tapez Radio Check ou Lucas Parle F1 et vous trouverez. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, Pierre Guyonnet du Perra. Radio Check, loud and clear. Comment il va Pierre Guyonnet? Écoute, il va super bien. Content d'être là. Pierre, nous on s'est rencontrés à la FIA. À l'époque, tu étais Media Delegate à la FIA, moi j'étais stagiaire. Tu m'as aidé quand j'ai créé mon mémoire sur la Formule 1. C'est toi qui m'as poussé pour aller à Abu Dhabi. Tu m'as permis de rencontrer un certain nombre de pilotes sur place, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo. Merci encore pour ça, c'est incroyable. Donc toi, juste pour revenir sur toi, tu as été responsable de la communication digitale à la FIA, donc de 2015 à mi-2016. Exact. Ensuite, tu as été chargé de mission du président de la FIA, donc à l'époque Jean Todt. Media Delegate de la F1 de 2017 à mars 2019. Exact. Et enfin, directeur communication et RSE du Grand Prix de France entre mars 2019 et janvier 2023. Exact. Comment on fait pour avoir un CV de cinquantenaire à 33 ans, Pierre? Ouais, la passion, quand je termine mon école de commerce à Bordeaux, j'ai envie de bosser dans le sport auto. Candidature spontanée à la FIA, et puis de fil en aiguille, donc je postule à l'époque pour le marketing et je suis pris à la com de la FIA. En stage? Ouais, en fait, à la base, ils me disent non, vous n'êtes pas pris au marketing, il n'y a pas d'opportunité. Enfin, merci pour votre candidature, vous n'êtes pas pris. Et je reçois un appel 3 jours plus tard. Ah, mais en fait, il y a une place à la com. Et donc, je dis, bah ouais, carrément, feu. Et j'intègre la com en 2015 de la FIA. Et puis après, plein d'opportunités différentes. Et 4 ans et demi à la FIA avec plein d'aventures. Je pense qu'on va en parler. Et puis plein de choses différentes. Attends, mais comment tu passes de stagiaire à la FIA à Media Delegate de la F1 en passant par bras droit de Jean Todt? Ouais, bras droit, c'est sympa. Voilà, j'étais très présent avec Jean Todt, mais comment tu y passes? Je pense qu'il y a eu. Voilà, je vais te faire une réponse bateau, mais vu que j'avais cette passion-là, j'avais aussi cette grosse motivation. Quand j'intègre la FIA, c'est vrai que j'étais une période de ma vie où j'avais vraiment envie de me mettre à fond dans le travail. Et j'étais tellement heureux d'intégrer la Fédé que j'ai été aussi ultra motivé. Et c'est vrai que d'une part, j'ai pas compté mes heures. Et puis, il y a aussi forcément des opportunités à un moment donné et qui font que j'ai su saisir ces opportunités-là à ces moments-là. Et du coup, plusieurs expériences, quoi. Parce que moi, je me souviens, j'arrive à la FIA, tu sais, je suis stagiaire. Je dis, ouais, je te vois, je me dis, soit ils viennent d'être embauchés, soit, tu vois ce que je veux dire. Il est jeune, tu vois, et t'es média délégué de la FIA, et derrière, on me dit que t'as passé 2 ans, presque 2 ans avec Jean Todt. T'as tellement cette figure de Jean Todt comme étant, le patriarche du sport automobile, et presque plus, quand on sait tout ce qu'il a fait et à quel point il a apporté au sport auto, notamment à la F1 et tout, que quand tu dis 2 ans, ça a dû être incroyable, 2 ans avec Jean Todt. Ouais, ça a été incroyable, mais le passage avec Jean Todt, il est aussi assez incroyable parce que faut remettre dans le contexte, si tu veux. Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille forcément, à la FIA, je me lie d'amitié et je me lie avec des gens et notamment, à l'époque, il y avait des personnes qui étaient au cabinet du président et puis il y avait des personnes à la communication qui y sont plus, mais avec qui j'ai noué des liens assez importants et donc je me suis retrouvé dans quand même être pas mal visible, alors que j'étais que au digital, être pas mal visible auprès de Jean Todt à un moment donné où il avait pas mal de questions aussi sur le digital, tu vois. À l'époque, en 2015, je te dis à l'époque, mais en 2015, ça peut paraître un peu tard, mais la FIA, elle était quand même pas mal en transformation digitale sur plein de sujets, et Jean Todt commençait vraiment à s'y intéresser. Donc je pense que j'ai eu un peu de visibilité là-dessus, où j'ai été le rencontrer à plusieurs reprises sur des sujets de création, par exemple, de ses comptes personnels, parce qu'il n'en avait pas, en fait, avant que j'arrive. Et je pense que ça a commencé par là. Et donc, il y a eu aussi l'opportunité à un moment donné où il y a une personne qui est partie, qui occupait déjà ce rôle. Et en partant, en fait,
par la force des choses, on se dit qui peut récupérer ce rôle-là, qui était quand même un rôle un peu plus. Il y avait aussi un peu de politique, de relations internationales. Et je pense que j'avais eu beaucoup d'implications sur ces 1 an et demi en tant que responsable digital. Et donc, je propose ma candidature et je rencontre Jean-Todt à plusieurs reprises. Et Jean-Todt me dit OK, rejoignez mes équipes et rejoignez-moi à l'époque en tant que chargé de mission pour lui. Mais du coup, c'est toi qui as créé le Twitter de Jean-Todt? Ouais, j'ai créé le Twitter de Jean-Todt, ouais. Et mais j'ai aussi créé l'Instagram de la FIA, pour te dire. Alors, on est en 2016, je ne suis pas un génie, hein. Je n'ai pas révolutionné les choses parce que créer un Instagram et un Twitter, d'une part pour le président et deuxièmement pour la FIA, c'était pas l'idée de génie, mais c'est que ça n'existait pas. Donc forcément, tu vois, comme je te disais, une transition digitale qui était un peu éloignée, un peu loin. Ouais, c'était vétuste un peu. C'était vétuste, et puis bon, après, maintenant, ils ont quand même fait du super boulot, mais il y avait rien de tout ça avant, quoi. Attends, le compte Insta de la FIA, moi, quand je suis passé en 2018, parce que nous, moi, je l'avais managé, j'avais posté des trucs sur le compte Insta de la FIA quand j'étais stagiaire, au digital, du coup. Après que toi, tu y sois passé, du coup, nous, on était à 300 000. Aujourd'hui, je crois qu'il y a pas 1 million. Ouais, il y a plus d'1 million. Ouais, je crois qu'il y a plus d'1 million. C'est énorme de dire ça, quand même. Ouais, c'est assez dingue. Après, bon, c'était pas un pari, un pari de dingue. Mais limite, c'est normal, quoi. Ouais, je pense que c'était normal, mais voilà, comme je te disais, pleine transition, ça paraissait d'être une idée de génie, mais c'était une idée très simple. Et j'ai mis beaucoup de temps, je te dirais pas le nombre de temps que ça a mis à le valider, cette idée. Ah ouais, j'imagine. Ça a mis du temps. Ouais. J'imagine avec les rouages de la fédération. Ouais, c'est un peu partout pareil, mais ouais, ça a mis du temps. Même le Twitter de Jean-Todt, il est chargé, le Twitter de Jean-Todt. Enfin, il y a du monde sur le Twitter de Jean-Todt. Ouais, il y a du monde. Au début, c'était pas évident. Mais maintenant, il y a du monde. Je crois qu'ils ont, je sais plus, quelques centaines de milliers. Il y a du monde. Hein. Et du coup, Jean-Todt, ta mission, c'est que tu le suivais partout. Enfin, tu faisais 100% des déplacements? Je faisais presque l'intégralité des déplacements avec lui. En fait, il y avait 2 missions. Donc, chargé de mission au sein d'un cabinet, donc ça peut paraître, mais c'est un peu comme dans un cabinet ministériel. En tout cas, on travaillait avec plusieurs personnes sur l'organisation des voyages, sur la préparation de ces voyages-là. Alors, préparation, c'était pas, on réservait pas l'hôtel et les vols, mais c'était vraiment s'occuper de tous les aspects, on va dire, politiques et communication et relations internationales lors de son déplacement. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, en 2015, moi j'intègre en 2016, mais en 2015, Jean-Todt, il est nommé envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière. Donc, il a cette double casquette. Ces déplacements vont être de plus en plus importants sur plusieurs thématiques. Et ces voyages, il faut vraiment bien les préparer parce qu'on était amené à rencontrer des chefs d'État, des ministres, dans plein de pays différents. Et oui, effectivement, j'ai dû voyager plus de 160 jours par an, quoi. Ouais, d'ailleurs, on rappelle que la FIA fonctionne avec les clubs. Donc, c'est-à-dire que le président déjà visite les présidents de clubs qui font partie des électeurs du président et qui ont un rôle fondamental dans le fonctionnement de la FIA. Et en plus de ça, il avait ce rôle c'est quoi, envoyé spécial? Voilà, envoyé spécial, spécial pour les Nations Unies. Auprès des Nations Unies. C'est ça, exactement. Pour la sécurité routière, ouais. Donc, sacré rôle quand même. Et j'imagine qu'effectivement, politiquement, il a besoin d'aide, il a besoin d'être conseillé, accompagné et voilà, préparé. Hyper intéressant. Ouais, super intéressant, très complet. Des moments exceptionnels parce que c'est des choses que tu le vis un peu avec humilité parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas toi qui vis. Hein. Toi, tu accompagnes juste. C'est pas toi qui es reçu, c'est le président de la FIA. Et en l'occurrence, c'est Jean-Todt à l'époque. Donc, il faut aussi avoir un peu de retrait. Mais tu es là en train d'assister et d'exécuter des rencontres assez incroyables où tu vas rencontrer. Voilà, je me souviens, on avait rencontré on était dans le palais présidentiel à Oulan-Bator en Mongolie, un truc complètement incroyable où le président il te reçoit dans un palais, mais dans le palais il y a une sorte de yourte. Tu es reçu dans une yourte qui est dans un palais. Et puis d'autres rencontres. Voilà, le secrétaire général de l'ONU aussi à l'époque était Ban Ki-moon. Ça fait bizarre quand toi il y a quelques années, tu es sur les bancs de l'école, tu étudies des choses sur ces gens-là, et puis tu vois des actualités sur ces gens-là, et puis tu te vois les rencontrer. Ouais, ça fait quelque chose, c'est assez incroyable comme expérience, et c'était assez intense, ouais. Et c'est pour ça que, en fait, on te voit, on t'a vu dans l'épisode, etc., parler de Formule 1, on sait que tu étais directeur de la com du Grand Prix de France, que tu bossais à la FIA, mais le rôle avec Jean-Todt, parfois, on n'en parle pas beaucoup.
Et en fait, je trouve que c'est incroyable comme truc, parce que comme expérience, avec cette personne-là qui représente ce qu'elle représente dans le sport auto, avec ces missions-là, c'est juste une expérience qui paraît… En fait ça paraît… c'est très rare, quoi, d'avoir ce genre d'expérience-là dans une vie, parce que tu côtoies ce genre de personnalité, qui est Jean Todt, qui est quand même une éminence totale, politiquement, sportivement, avec la Scuderia Ferrari et tout. Et au final, tu as dû en tirer des leçons, enfin, j'imagine, des expériences incroyables. Oui, c'est incroyable d'être auprès de personnalités comme celle-ci, parce que c'est des gens que tu vois quand tu es plus petit. J'ai toujours suivi le sport automobile. À la base, je suis un passionné de rallye. Et j'avais des livres sur les groupes B. Donc, le premier souvenir que j'ai de consultation de sport automobile, c'est un bouquin que j'ouvre où je vois des groupes B et j'ouvre une page, c'est 205 T16, champion du monde des rallyes 85-86. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises. T'en voudras pas. Je crois qu'aussi un de mes souvenirs les plus lointains de sport automobile, c'est de voir la Peugeot avec lequel il gagne Le Mans. Je l'avais vu tourner 2 ans après qu'il gagne Le Mans, je crois en 93. Donc, si tu veux, indirectement, de loin, Jean Todt, je le voyais, je l'ai vu dans des bouquins, je l'ai vu à la télé. Donc, c'est vrai que se retrouver avec une personnalité du sport automobile de cette ampleur-là, ouais, ça fait quelque chose, mais tu dois aussi te mettre… tout d'un coup, en fait, tu te mets au niveau, tu as une autre forme de responsabilité, tu n'es pas du tout dans le fanboy, parce que tu te dis, ok, bon, là, ça rigole pas, on va attendre beaucoup de moi. Tu as une certaine pression, mais tu apprends aussi, grâce à lui, tu apprends beaucoup. Donc, gestion de la pression, gestion du stress, tu apprends aussi à avoir un peu moins d'émotions, plus de rigueur, parce que c'est quelqu'un de très rigoureux, et tu apprends toute une palette de choses. Oui, moi j'ai l'impression d'être passé un peu à l'âge adulte sur le monde professionnel à ses côtés. Mais oui, mais parce qu'au début, j'avais pas l'impression qu'il y avait ce niveau de sérieux là, quoi, tu vois. Quand tu es au quotidien avec lui, c'est comment? Parce que est-ce que tu construis une relation? Est-ce qu'il est différent avec toi qu'il est avec d'autres? C'est comment? Écoute, la relation qui se construit, c'est un peu toi qui la décide. Moi, j'ai toujours décidé de l'appréhender avec beaucoup de professionnalisme et de mettre une distance. De toute façon, c'est quelqu'un qui est très professionnel, donc qui est pas non plus qui va pas non plus essayer de créer une proximité forte. Il y a des enjeux forts, il y a des enjeux business, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux même un peu plus… Ouais, c'est du sérieux, quoi. Et puis même un peu plus nobles, quoi. Enfin, le combat contre les morts sur la route, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, ok, tu vois, donc même s'il y a le business, ça, c'est sérieux, parce que c'est vraiment une mission où le but, c'est d'aller sensibiliser des gouvernements pour qu'il y ait moins de morts sur la route. Alors, peut-être pas des gouvernements de pays où c'est au cœur de leur politique, mais peut-être d'autres pays où ils n'en sont pas encore à régler ce genre de problème. Et donc, tu crées pas une relation, tu peux pas non plus être dans la relation camaraderie, etc. Après, c'est quelqu'un qui, quelqu'un de très exigeant. Je ne dis pas j'apprends pas de nouveautés là-dessus, de très exigeant, qui lâche rien, qui est vraiment drivé par le résultat, qui veut vraiment aller au bout de sa démarche, qui veut réussir à tout prix. Et forcément, en fait, toi, tu as cette empreinte-là tu prends un petit peu de ça, et donc tu développes un petit peu cette personnalité-là aussi. T'as une anecdote avec lui? Si t'en choisis une. En fait, je me souviens d'un truc, c'est qui m'a mis vraiment dans le bain. Le premier voyage, le premier grand déplacement avec lui. Donc, premier déplacement, je crois qu'à l'époque, c'est les Jeux de Rio. On part 14 jours. Je pars 14 jours avec lui en Amérique du Sud. Premier déplacement. Et donc, on arrive à Rio. À peine arrivé, moi, je débute mes fonctions. On est à 4 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Et il me dit, Pierre, je suis embêté. La cérémonie d'ouverture commence dans 2 heures. Il me faut une invitation supplémentaire pour mon ami qui est avec moi. Cet ami-là, c'était le président de la région des clubs d'Amérique du Sud, qui s'appelait José Abed. Et il me dit, trouve-moi une entrée, trouve-moi une invitation pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, t'as 2 heures. Et là, ce truc-là me tombe dessus. Je suis à Rio. Certes, je suis avec des gens du comité international olympique, mais on te demande le truc le plus recherché du monde à cet instant T, d'assister à la cérémonie d'ouverture, de trouver une invitation supplémentaire, avec lui qui est reçu comme un président de fédération, donc dans un espace présidentiel, on va dire.
Et on dit, voilà, t'as 2 heures. Allez, mais t'as à peine une demi-journée. Ouais, t'as un peu la goutte qui est. Donc au final, ça s'est fait assez facilement parce que j'ai su trouver les bonnes personnes. Mais quand on te demande ça à ce moment-là, bah t'es pas bien, quoi. Puis après, bon, bah voilà, il y a plein d'anecdotes différentes. Je sais pas, je sais que toi, t'en connais certaines. Il y a des moments un peu plus aussi personnels que j'ai eu la chance de vivre, un peu plus éloignés, mais voilà, des anniversaires, des moments aussi passés avec certains de ses proches. Ça, c'était aussi sympa. Et puis d'autres moments, ouais, des moments privilégiés. Alors, parce que tu vas dans des pays, dans des lieux dans lesquels tu retourneras jamais, dans des conditions hallucinantes, parce que il est reçu comme un chef d'État, ce qui est normal. Hein. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tu es reçu presque comme un chef d'État dans certains pays. Donc, c'est vrai que tu es reçu de façon. C'est comme dans les films, quoi. Donc, Ouais, c'est présidentiel, quoi. ouais, c'est présidentiel. Ouais, il y a une délégation. De la sécurité, Ouais, des conditions de voyage très bien. Parfois dans des avions privés aussi à l'époque. Voilà, ça se faisait. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, mais ça se faisait à l'époque. Voilà, donc ouais, des choses assez exceptionnelles et extraordinaires. Ouais. Et du coup, Jean Todt, tu as fait cette mission avec lui. Et derrière, tu deviens délégué média pour la Formule 1, pour la FIA du coup, sur la Formule 1 pour la FIA. Comment ça s'est passé? Je vois cette opportunité-là, un moment qui arrive en interne, où ils recherchent quelqu'un à la com et en tant que délégué média adjoint pour la F1. Je suis avec Jean Todt, c'est bien, mais moi j'ai toujours au fond de moi cette envie de Formule 1. C'est quand même quelque chose. Moi j'adorais les déplacements avec Jean Todt et particulièrement les déplacements où on allait sur. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'on en a fait plein avec Jean Todt, du Grand Prix, du WEC, de la Formule électrique, etc. Mais c'est vraiment la F1 ce qui m'anime depuis des années. Et c'est pour ça que je décide d'intégrer la FIA à l'époque. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé voir Jean Todt et je lui ai dit voilà, monsieur, je suis très bien avec vous, mais il y a cette grosse envie d'aller en Formule 1 où je pense que j'ai les compétences et les qualités pour y aller. Et je voulais vous demander si vous seriez d'accord pour que je rejoigne les équipes de la F1 pour la FIA. Et je pense que c'était aussi le bon jour. C'était vraiment une super journée. Il était vraiment très détendu. Et il m'a dit bah ouais, pas de problème. En revanche, vous venez avec moi, vous terminez pendant 3-4 mois avec moi et vous intégrerez le nouveau poste. Voilà. Heureux? Ouais, heureux. Après, si tu veux, un peu de nostalgie aussi parce que j'ai quand même il y a une forme d'attachement, mais j'ai pas le temps de toute façon de trop y penser et ouais, assez heureux de rejoindre. Non, parce que c'est incroyable. En fait, moi je l'ai vu parce que je voulais bosser en Formule 1. Quand je suis passé à la FIA, mon objectif c'était de bosser en F1, de rentrer par la porte. Mais c'est tellement dur. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de postes. Là pour le coup, à la FIA, il y en a quoi? Il y en a 2. C'est rien. Et à la FIA, ça fait 2 à la com si tu sors les équipes qui sont sur le technique. Mais ça fait 2 à la communication. C'est-à-dire que si tu n'es pas ingénieur, 2 places. Bah ouais, alors je me rends compte aussi de cette chance parce que et encore plus aujourd'hui parce que on en reparlera peut-être, mais le boom de Netflix a encore créé un max de demandes de jeunes et de nouvelles personnes qui veulent intégrer la F1, mais où il n'y a pas de poste en fait. Et je pars sur la Formule 1, donc après rempli d'une bonne, enfin déjà avec un peu de bagage, donc ça c'est cool. Donc j'arrive pas. Du crédit aussi. Donc c'est bien. C'est ce qu'on t'a vu avec Jean Todt. On m'a vu avec Jean Todt, donc c'est vrai que c'est toujours bien en termes d'image, mais surtout j'arrive à une nouvelle époque de la Formule 1. Ouais. J'arrive l'année où c'est racheté par Liberty Media, tu vois. J'intègre la FIA en 2015, je dis à mes potes, ah j'ai signé un CDI, machin, ouais, c'est la FIA, la Formule 1, ouais. Champion du monde, Lewis Hamilton, c'est ça, Michael Schumacher, enfin même les mecs, ils savaient pas qui était champion du monde en 2015, mais c'est une vraie réalité. Tout le monde s'en foutait, quoi. Enfin, et là, ouais, Netflix arrive. Moi, je deviens hype, quoi. non, mais je sais pas comment te le dire, mais c'est vrai que j'ai reçu des nouveaux messages. Sollicité, du coup. Voilà, c'est quand je te dis je deviens hype, c'est qu'avant, tout le monde s'en foutait, mais des connaissances qui m'envoient des messages. Il y a des copains qui commencent à s'intéresser. Et puis, on me voit à quelques reprises, mais brièvement, furtivement, 3 ou 4 secondes, je dis bien que je passe vraiment 3 ou 4 secondes, donc il y a des types qui me voient. On était quand même de la meilleure scène.
Ouais, je suis dans une bonne scène, ouais. You need a driver and... Je suis dans la scène, je suis dans le fond de la scène entre Cyril et Christian, ouais, dans la saison 1. Et on me voit 3-4 secondes, mais... Allez voir. Et là, tout d'un coup, ça devient un truc... moi, je le mesure comme ça. Et puis après, bien sûr, autour de moi, je le mesure par des chiffres d'audience chez Canal, par des nouveaux médias, par de la nouvelle demande, par plein d'autres choses. Voilà, mon LinkedIn, je reçois toujours un message par semaine et je ne recevais pas avant. Tu vois, genre, comment je fais pour aller bosser en Formule 1? Je me souviens d'un moment à Abu Dhabi, quand on avait été ensemble, où tu sentais la nouvelle effervescence, et encore Netflix n'était pas sorti encore. Non. Tu te souviens qu'en fait, Mais il y avait déjà une ouverture social media par Liberty Media, qui avait déjà ouvert YouTube, Insta, qui avait ouvert les vannes à fond. Ouais. Et déjà, il y a quelque chose qui était en train de se créer, il y a quelque chose qui était en train de naître. Et tu sentais que ça commençait à redonner un peu... Nous, on le savait que c'était déjà bien la F1, mais les gens ne le savaient pas. Tu vois. C'est ce que je dis souvent, moi, aux gens aujourd'hui, là, même des potes à moi qui me disent « mais c'est incroyable et tout, maintenant c'est trop bien ». Et là, moi, souvent, je leur dis « les gars, non, c'est pas maintenant. Ça a toujours été comme ça, sauf que vous ne le voyez pas ». Exactement. Et Netflix a permis en fait de remettre un peu ça en lumière. Alors maintenant, ça s'essouffle un peu, mais à l'époque, ou en tout cas ici, alors ne parlons pas pour les marchés américains et tout, ça a donné une hype, mais terrible. Moi, j'ai un souvenir avec toi au Grand Prix d'Abu Dhabi 2018. C'est le moment où tu m'as fait faire la parade. Tu te souviens ou pas? Ouais, je me souviens très bien. Ouais. Je la raconte vite fait quand même. Je la raconte vite fait parce que ça donne juste un aperçu de ce que toi, tu vivais et ce qui, moi, m'avait mis des étoiles dans les yeux à l'époque. Alors moi, j'étais venu en tant que stagiaire, mais du coup, comme j'écrivais un mémoire sur la Formule 1, tu m'avais aidé à rentrer en contact avec les équipes et du coup, j'avais pu rencontrer Daniel Ricciardo en tête-à-tête et j'avais pu rencontrer Carlos Sainz. Mais du coup, je te suivais un peu sur le week-end et il y a un moment où, juste avant le début du Grand Prix où les pilotes font la parade et font la photo. Et je me souviens que je suis dans le box où tout le monde attend. Bon là, je me sens très chanceux d'être là. Et je le raconte comme ça. Mais je suis en train d'attendre comme ça. Pierre s'en va. Il est devant un cordon. Il passe sous le cordon. Et là, tu me dis, Lucas, viens. Et là, je fais, mais non. Et tu me dis, tais-toi, viens tout de suite. Là, tu passes sous le cordon. Je suis derrière toi. Je me souviens très bien. C'était incroyable. Et je suis entre Sébastien Vettel et Esteban Ocon dans la parade, en fait. Et t'es deux derrière toi, mais il y a Sébastien Vettel devant nous, Esteban Ocon derrière nous. Et tu sais, on marche. Et là, il y a tout le monde qui est là, ouais, tu vois, les marshals de la piste qui sont à côté de nous, les photographes et tout. Et là, tu sais, je mets mes lunettes de soleil parce que, tu vois, je me sens pas à ma place. Et tu sais, je me souviens, je tape l'épaule de Pierre et je lui dis, mais Pierre, t'es sûr? Et tu me dis, ouais, c'est bon. Et là, on arrive sur la piste. Et je me dis, bah, mais c'est quoi ce job? Tu vois? Et déjà, je me souviens de ce moment qui était, tu sais, ce genre de moment où tu sais, ça passe au ralenti. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais il a un job de fou. C'est incroyable. En tant que fan de F1, alors tu vois, moi, j'avais pas le recul que t'avais, tu vois. Mais là, tous les week-ends, quoi. C'était les petits, ça, c'était les moments sympas. En plus, je me souviens, c'est que normalement, il y a toujours les attachés de presse des pilotes. Et je sais pas pourquoi, je me souviens aussi de cette parade où il devait y avoir les 20 pilotes et il devait y avoir que nous deux. Je sais pas, enfin, mais c'était totalement normal qu'on passe parce que, comme tu sais, la parade des pilotes est aussi dans le règlement FIA. Donc, on était sur place. Mais ouais, c'est des moments, ça, c'est des super moments. Bon, malheureusement, enfin, tu travailles parce que tu as une certaine pression, mais et que tu dois vérifier que tout est nickel et que tout se passe pour le mieux. Mais c'est vrai que c'est des super moments, quoi. Et du coup, je voulais te poser une question. Donc, tous ces grands prix à la FIA, est-ce que tu as un souvenir qui te marque particulièrement sur ces années en tant que délégué média? Je me souviens de bons moments. Alors, c'est vrai que des moments, le départ, être à côté de Charlie pour lancer le départ, ça c'est des choses assez extraordinaires. Le premier Grand Prix de France, quand j'étais FIA, tu es sur la grille de départ, tu écoutes la Marseillaise. Je me souviens de ce moment-là, ça m'a fait quelque chose. Bien sûr que quand il y a des moments que tu vis avec des pilotes, voilà, je sais qu'au Grand Prix du Brésil, on s'était retrouvés à dîner chez Massa. Il y a des soirées aussi où j'ai pu boire quelques verres avec quelques pilotes. Non, mais donc ces moments-là qui sont quand même assez uniques. Et puis des discussions avec des pilotes, c'est quand même. Tu te dis, ah ouais, si on m'avait dit ça il y a quelques années, tu te dis, bah, en fait, tu vois, s'il y a mon moi du futur qui me dit ça, mon moi du passé, jamais je le crois, tu vois. Je me souviens de moments assez forts, en tout cas en termes d'adrénaline.
Je me souviens de faire plusieurs tours de safety car en Autriche avec Bernd Mailander, et qui essaye par tous les moyens de te faire vomir. de me rendre. Et je lui demande d'arrêter. Arrête. Ah non, mais on fait 2 tours et demi, j'ai trop peur. Et lui, il est au rythme où il roule. C'est ça, en fait, on ne se rend pas compte, franchement. Bernd Mailander, c'est trop fort. Ouais. C'est 20 ans, plus même. Il est là-haut. Ouais, 20 ans, ouais. C'est un truc de fou. Trop fort. Sous la pluie, sur le sec. Il a jamais eu un accident. Bon voilà, il est incroyable. Et aussi pas mal de tours. Je me souviens, j'avais fait pas mal de tours aussi avec à l'époque l'ancien pilote de la Medical Car qui était Alan Van den Merwe. Et on a joué voilà, du Singapour. Et puis je me souviens avoir conduit la Medical Car à Spa, comme ça, sur le circuit. Il n'y avait personne, on faisait un tour. Eux, ils faisaient leur boulot et moi, j'étais juste leur chauffeur. Et ça m'avait particulièrement marqué. Ça donne quoi le Rédillon à 40 à l'heure? C'est long. C'est très long et tu vois rien. Et puis, si tu veux, j'étais tellement stressé à l'idée de me dire que, en fait, j'avais totalement le droit de faire ce que j'ai fait. Ouais. Mais j'avais peur, je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai même pas en plus roulé avec. J'ai même pas un peu appuyé avec cette Mercedes. J'aurais pu au moins rouler à 80, quoi, ou même 90. Et j'étais vraiment ralenti. J'avais plus. J'avais trop peur. Ouais. Mais non, parce que pour t'es la sécurité, et tu peux pas. Mais oui, là, moi, j'étais encore plus stressé, quoi. Et du coup, si on rentre dans une catégorie un peu plus dark, mais le plus dur, le souvenir le plus dur que tu as eu? J'ai un souvenir au Brésil, où, je sais pas, pour ceux qui suivent un peu la Formule 1, en 2017 ou 2018, tu vois, tellement ça m'avait un peu retourné cet épisode, parce que je m'en souviens pas trop, mais il y avait des attaques. Il y avait des attaques sur les voitures, enfin sur les personnels de la F1, malheureusement par des gens qui ont rien. En partant du circuit, je prends une voiture, donc on monte dans une voiture, je suis avec Laurent Mekies, qui était à l'époque directeur de la sécurité de la FIA, qui est maintenant chez Ferrari, et je pense que ceux qui nous écoutent le connaissent, et j'étais avec Matteo Bonchani, qui était lui, donc Heads of Formula One Communication de la FIA, et donc je travaillais avec lui, et c'est vrai qu'on quitte le circuit, et j'entends taper au carreau de ma voiture à un feu rouge, et en fait je tourne ma tête, et en fait je vois un jeune adolescent qui me montre avec un pistolet à la main, quoi. Ah ouais. Et je vois le canon entre mes yeux, vraiment sur la vitre. En fait, ils nous avaient mis à disposition des voitures blindées. Ouais, ils nous disaient c'est normal, etc. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et au final, j'ai compris pourquoi il y avait ces voitures-là à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a pris la décision, en fait, c'était vraiment très très blindé. Enfin, c'était des grosses vitres. Et prend la décision de partir. Wow. Et de s'échapper. Donc le type frappe à la fenêtre, et il frappe fort, et on arrive à se dégager. Au moment où on se dégage, parce qu'on était à côté d'une voie de bus, il y a une voiture bélier qui nous fonce dedans. Wow. Et il y a la voiture qui se lève j'ai envie de te dire 3 mètres, mais en fait elle se lève de 20 ou 20 cm peut-être, mais toi tu as l'impression qu'elle se lève de 3 mètres. Ouais. Et puis on a ratterri, alors peut-être qu'elle s'est pas totalement levée, hein, je pense que c'est sûr. Elle a peut-être pas décollé totalement. Et donc on s'en va, et la voiture te suit, et tu as l'impression que ça dure pareil, que t'es dans un film d'action. En fait, ça dure 5 secondes, mais moi je regardais dans le rétro et je voyais des appels de phare, machin. Et donc, ce moment-là m'avait particulièrement marqué. Et il y avait d'autres équipes qui s'étaient fait attaquer. Je me souviens, ouais. Alors, il n'y a jamais eu d'accident corporel et de blessés, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de vols. Et nous, on avait pu partir. Et on s'était. C'était tendu, quoi, très tendu. Ouais, c'était assez tendu. Du coup, 4 ans à la FIA, beaucoup de grands prix, tu as côtoyé beaucoup de pilotes. C'était comment la relation avec eux? Écoute, la relation, forcément, au bout de passer du temps avec eux sur les conférences de presse, dans des moments d'attente, etc., il y a des relations que tu vas nouer plus avec certains pilotes qu'avec d'autres, en fonction de leur envie aussi, parce que ça reste eux les stars du show, et que moi j'étais vraiment dans le boulot de pas non plus aller les déranger. En tout cas, ouais, j'ai eu quelques relations un peu particulière avec certains pilotes, particulière dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'avais toujours eu un très bon rapport avec Charles, que j'ai connu avec Todd à l'époque de F2. Comme tout le monde le sait, Nicolas Todd s'occupe de sa carrière, et donc je l'avais rencontré en F2, et c'est vrai que Charles, on a toujours eu un très bon contact, et qui est toujours quelqu'un avec qui je discutais, et j'étais aussi assez proche de Sébastien Vettel, avec qui on s'entendait bien, ouais. Moi, j'aime beaucoup Sébastien Vettel, et j'aime beaucoup, en tout cas, on va dire,
Il y a eu 2 Sébastien Vettel, on va pas rentrer dans le détail, mais Celui du début, il était moins bien, non? celui du début, c'était peut-être un peu moins bien. Mais celui Ferrari et celui, on va dire, qu'il est aujourd'hui, j'aime beaucoup Sébastien Vettel. Et Sébastien, ça a toujours été quelqu'un qui n'oubliait pas les gens. Et tu vois, quand j'étais à Abu Dhabi, je me souviens, en 2021, je ne l'avais pas vu depuis un an, il s'est arrêté pour venir me dire bonjour. J'ai trouvé ça extraordinaire, tu vois, parce qu'il a autre chose à faire que de venir bonjour à Pierre Guyonnet. Je suis nobody pour lui, et pourtant, il avait cette démarche-là, donc j'apprécie beaucoup Sébastien. Alors, si ta prochaine question, c'est de savoir qui n'est pas sympa, en fait, ils sont tous. Moi, je trouve pas qu'il y en ait de pas sympas. Il y en a qui vont être un peu moins bavards que d'autres, mais en général, ils sont plutôt sympas. Lewis? Lewis, il est. Moi, le problème, c'est que j'ai un rapport particulier avec Lewis, c'est-à-dire que. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé des choses bizarres avec lui. C'est-à-dire je me souviens de 2 événements, un au Mexique où il gagne le championnat du monde, je crois, au Mexique, et je dois le guider du podium au TV Pen. Le TV Pen, c'est un endroit où il y a toutes les caméras. Je me plante de chemin dans le TV Pen, on se retrouve bloqué. Il est un peu colère, je comprends. Et je me souviens, Waouh! on perd pas beaucoup de temps, et là, je suis là, ça s'est pas vu. Mais moi, lui, il savait, moi, je savais. Et je comprends que ça allait faire aller. Et il y avait aussi une fois où il m'a demandé, où j'ai dû le guider dans un grand bâtiment à Singapour. Et je me suis aussi trompé de chemin. Je sais pas pourquoi, je me suis trompé plein de fois de chemin avec Lewis. Mais après, je l'ai revu cette année, en 2022. On a fait une super opération avec Lewis. Ouais. C'est-à-dire qu'on a bossé avec une association. Il Grand Prix de France, du coup, là. Ouais, au Grand Prix de France. On a bossé avec une association. On a fait vraiment ça en sous-marin, parce que le but n'était pas d'en parler. Mais on a reçu des jeunes handicapés chez Mercedes. Et Lewis était là, et j'ai passé un super bon moment avec Lewis, et avec qui a essayé de parler français, qui était vraiment dans un good mood, et on a bien discuté. Et ça, j'ai trouvé ce moment-là, en tout cas, ça a effacé les erreurs du passé. Et Lewis est quelqu'un de très concentré. Ouais. En revanche, ouais, sur ce genre de sujet, quelqu'un qui est très attachant, qui est très sympa. Après, voilà, ils ont leurs moments. C'est des gens qui ont de l'adrénaline. Il y a des moments où malheureusement, sur tous ces moments de week-end de Grand Prix de Formule 1, ils sont dans leur truc, donc on leur demande pas forcément d'aller demander comment tu vas, et machin, et ceci et cela, parce que c'est pas leur job, quoi. Ouais, dans un environnement professionnel, tu dois avoir du recul, et c'est normal. Exactement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir un peu, parce que tu sais, dans toutes ces situations, tu le vois avec ce que tu as dit par rapport à Vettel, tu as des gens qui sont plus ouverts, qui sont plus fermés, qui sont plus concentrés, moins concentrés, et qui peuvent partager. Et j'imagine que comme c'est une sphère qui est plutôt fermée, tu as parlé de famille tout à l'heure, les pilotes, j'imagine qu'ils en font quand même partie, puisque même si c'est eux le centre de l'attention, tu les croises, tu voyages parfois avec eux, etc. Exactement. Les Français, c'est sûr que voilà, toute la communauté française, on partait tous de Paris pour la plupart, on avait les mêmes vols, et forcément la langue rapproche. Donc Esteban, Pierre Gasly, Romain Grosjean à l'époque, Esteban, c'est sûr qu'on va avoir une plus grande proximité, et une plus grande proximité avec les francophones. Bien sûr. Voilà, c'est toujours plus facile quand tu parles dans ta langue. Mais j'ai pas sinon de souvenirs désastreux avec un pilote, où j'ai jamais vu un pilote ultra désagréable. Et je pense que c'est un sport aussi que, voilà, on voit beaucoup de choses. On a beaucoup d'avis sur beaucoup de pilotes, souvent parce que voilà, il y a des réactions sous le coup de l'adrénaline, sous le coup des actions de course, sous le coup de moments où on leur demande d'être médiatisés. Les types, ils viennent de faire 70 tours d'un Grand Prix à 350 km/h. Ils doivent être sympas, quoi. Je trouve qu'ils sont quand même, on est quand même dans un sport où ces athlètes de haut niveau, ils sont quand même ultra cool, ultra sympas, et que voilà, on peut leur reprocher certaines choses à certains, mais il faut aussi avoir à faire la part des choses. En parlant de ça, en parlant de cool, il y en a un qui avait perdu son calme au Brésil en 2018. Tout le monde s'en souvient, j'imagine, cette scène incroyable de Max Verstappen qui va chahuter Esteban Ocon au moment de la pesée. En fait, Pierre, c'est marrant parce que sur toutes les photos, tu es là, sous tous les angles quasiment, on te voit regarder. En tout cas, j'ai l'impression que tu es le témoin principal de cette scène. La situation, c'est que Max Verstappen, il a le lead de ce Grand Prix, il est premier, il va pour gagner ce Grand Prix. Esteban Ocon, il a des pneus frais, mais il a un tour de retard. Max essaie de le doubler, Esteban Ocon le serre un peu, il le sort, et c'est Lewis Hamilton qui gagne. On se rappelle que Max n'était pas du tout content. Et il est allé voir Ocon dans la petite chambre de la pesée là. Comment ça s'est passé du point de vue de l'intérieur en fait? Comment tu l'as vécu?
je crois même que ces images, c'est les seuls à les prendre. Pour la petite anecdote, c'est Canal. Ouais. Parce que les caméras, à ce moment-là, elles ne filment pas cet endroit-là. Il y a juste Canal qui se dit, attends, allons filmer quand même là, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Max a l'air quand même un peu énervé, ils vont tous les deux à la peser, etc. Vu qu'il n'y avait qu'une seule caméra ou deux qui ont filmé ça, je me retrouve effectivement sur ces images-là. Mais je suis prêt, je suis loin, mais je suis loin enfin, je suis prêt sans être prêt, je suis loin sans être loin. Et ça se passe très vite. Et j'ai à peine le temps de réaliser. Et c'est vrai qu'il y a un moment, quand tu regardes, il y a un moment, je réalise, je me dis, moi, j'y croyais pas au début, sur le coup, première. Je me dis, c'est pas possible, parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Pour moi, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ouais. Et je me dis, je veux dire, oula, ça commence à chauffer. Et je vois effectivement que ça commence à se pousser. Et au moment où ça commence à se pousser, quand même 2 personnes de la FIA, et je crois qu'à l'époque, sur ces images, c'est Joe, qui est le technical delegate, et tu as Christian Brill, qui est le race starter, qui sont quand même assez imposants et qui sont assez costauds et qui prennent la situation en main très rapidement et qui les écartent. Mais ouais, moi, j'étais ultra surpris de ça. C'est pas un sport où on a l'habitude de voir souvent des altercations. Et comme je te le disais, ça va un peu à l'encontre de ce que je te disais avant, mais ça va peut-être être l'exception. Bah, c'est Max, à l'époque. C'est Max de l'époque, qui aujourd'hui on est complètement différent, quoi. Tu vois rarement ce genre de scène. On l'a vu dans l'histoire, hein, avec Piquet, etc. C'est des scènes, c'est des scènes que les grands ont fait. C'est pas complètement une nouveauté, mais récemment, avec cette Formule 1 un peu lisse qu'on connaissait, etc., voir un pilote aller pousser l'autre à la pesée, bon voilà, c'est quand même incroyable. Et moi, je me souviens d'avoir vu cette scène et t'avoir vu, toi, dans le garage, t'es regardé, hésité. Et je me souviens que je me suis dit, ah putain, il y a Pierre, c'est incroyable. Il a dû voir ça en direct, il a dû halluciner, quoi. Ouais, bah malheureusement, heureusement, c'était pas non plus. Ça a été une altercation très rapide, pas grand chose à faire. Mais je suis d'accord avec toi, c'était assez surprenant en tout cas. C'est la première fois il y a très peu d'images de ça, donc surprenant. D'ailleurs, en parlant d'Esteban Ocon et donc de la communauté française, tu as été directeur de la communication et de la RSE du Grand Prix de France pendant presque 3 ans. Presque 4 ans. Presque 4 ans. Ouais. Comment tu vis le fait qu'il n'y en ait plus aujourd'hui de Grand Prix de France? Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est quand même difficile parce que, alors, pour la transition, c'est important de dire que je quitte la FIA parce que j'ai cette opportunité-là au Grand Prix de France et puis j'avais aussi envie d'un petit peu moins voyager. Voilà, commencer à construire une vie perso et l'opportunité était quand même assez intéressante parce que pour le coup, c'est une autre dimension avec. J'étais très dans l'opérationnel avant et là, je passe un peu plus dans la stratégie. Donc, je trouvais ça assez intéressant de faire ce mouvement et je me retrouve au Grand Prix. Alors, comment je me retrouve au Grand Prix de France pendant 4 ans où des hauts, des bas, beaucoup de sujets, une expérience de dingue parce qu'il y a le Covid, parce qu'on reçoit en jauge réduite, parce que tout est toujours. J'ai l'impression qu'il y a un moment, on a eu beaucoup de chats noirs. Il y a eu aussi voilà, des choses qu'on n'a pas super bien fait. Gros challenge, le Paul Ricard, gros challenge. Ouais, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on a dû s'améliorer. J'arrive en 2019, où c'est vrai qu'en 2018, super édition sur le plan, on va dire, retour du Grand Prix de France. Mais bon, la mobilité et les problèmes d'accès fait que. Il y a un goût ultra amer et il y a de la déception et donc comment tu reconstruis. Et donc, on reconstruit pendant 3 ans et demi, 4 ans, en passant à travers le Covid et en passant à vraiment mouiller le maillot, comme on dit, pour le voir disparaître récemment, alors qu'on a rendu en 2022 une copie presque parfaite de ce qu'attendait en tout cas la Formule 1. Et donc, en fait, si tu veux, j'ai une vision particulière là-dessus. Je suis à la fois très triste parce que c'est un événement qui est historique, c'est un événement qui pour moi, en tant que fan de sport automobile, qui est quand même dans mon cœur. C'est un événement aussi professionnellement sur lequel je me suis beaucoup investi, où on a relevé des challenges, on a fait des choses ultra innovantes. Alors sur mes domaines de la com, de la RSE, on a fait plein de trucs innovants. Et on en a beaucoup parlé tous les deux, mais on a eu des approches médias, des approches com, d'autres Grands Prix n'ont jamais eu. En tout cas sur ma partie on a fait des choses je trouve assez cool et même sur tout le reste on a été innovant, même ce qu'on appelle un GESI, un grand événement sportif sur le territoire
On a fait des choses incroyables en tant que Jay-Z en France. Donc un peu de tristesse, mais aussi j'ai un côté où je comprends aujourd'hui que la Formule 1 et l'entité Formula One, elle a aussi son agenda, les écuries ils ont leur agenda, qu'au bout d'un moment il fallait une volonté forte pour le garder et que eux, la volonté qu'on avait, elle correspondait pas assez à leur cahier des charges, on va dire, financier, hein, parce qu'on avait besoin d'un peu plus d'aide. Aujourd'hui, il fallait aussi se dire, est-ce qu'on avait vraiment envie de le garder, tu vois? En plus, moi, tu vois, ce qui me frustre un peu personnellement en tant que plus spectateur, tu vois, de l'extérieur, c'est que comme tu disais, vous avez fait une édition en 2022, franchement, honnêtement, incroyable. Bon, il y a eu quelques problèmes, il manquait un peu d'eau, etc. C'était difficile à ce niveau-là, sur certains points, mais vraiment par rapport à l'édition 2018, par exemple, si tu compares, je pense, en termes d'accessibilité, en termes d'expérience, ça n'a rien à voir. Par exemple, ce que vous avez fait en termes d'animation de fan zone avec les pistonnets. On le voit, il n'y a pas ça. Moi, j'ai fait plusieurs Grands Prix. J'ai fait le Grand Prix d'Abu Dhabi récemment, j'ai fait le Grand Prix de Montréal l'année dernière. C'est quelque chose, honnêtement, qui manque. Ouais, comme je te disais, c'est que ça n'existe pas ailleurs. Peut-être qu'on n'a pas été aussi assez capable de capitaliser dessus avant. Bref, de toute façon, on le délivre en 2022. Et c'est vrai qu'il y a tous ces côtés animation, il y a même une expérience VIP. C'est un des moins chers du monde et un des meilleurs en termes de rapport expérience-prix. Je pense qu'on a été le meilleur du monde en 2022. Les gens s'en rendent pas compte parce que ce qui est normal, c'est pas un sport. C'est un sport qui est visuel, qui se regarde à la télé. C'est un sport qui, en revanche, qui est particulier, il doit avoir du spectateur pour exister, tu vois. Carrément. Ou sinon, tu n'auras plus de Grand Prix européen. Mais pour le coup, toi qui as fait plusieurs Grands Prix, tu peux confirmer, et tu l'as déjà confirmé plusieurs fois, que l'expérience était dingue. Et c'est vrai que même Manu et les pistonnets qui étaient là aussi, énorme valeur ajoutée, ont un peu aussi halluciné sur aussi l'effervescence qu'il y avait. Enfin, cette fan zone, plein de choses. Donc, il y a eu des belles choses au Grand Prix. Ouais. Du coup, Pierre, tu as fait la fédération, tu as fait le promoteur. C'est quoi la suite? Écoute, la suite déjà, la fin pour moi du Grand Prix de France, c'était il y a quelques mois. Et puis après, j'ai eu un heureux événement personnel où on va dire que la famille s'est agrandie. Donc je profite un peu de ce moment-là. Après, bien sûr, des envies, mais aussi des opportunités dans le sport auto, un peu prématuré pour en parler, mais aussi des projets, enfin, faire un peu les deux. Donc continuer dans le sport auto, forcément. C'est sur la table et puis peut-être voilà, une autre aventure un peu plus entrepreneuriale sur un projet d'agence créative avec d'autres personnes que tu connais d'ailleurs, d'autres personnes qui font du sport auto. Plus d'infos dans quelques temps. J'ai hâte, j'ai très hâte, j'ai hâte de voir ça. Du coup, dernière question, qu'est-ce que tu nous as pas dit? Mais moi je t'ai tout dit, hein. T'es sûr? Ouais, certain. T'es sûr? Vraiment? Ouais. Tu veux pas raconter le Casino de Paris? Mais si, on peut raconter le Casino de Paris. Attends. En fait, je savais que Pierre avait fait quelque chose d'incroyable avant tout ça, qui, je pense, a participé au conditionnement de ce que tu as fait plus tard et de ce que tu fais encore. C'est que tu faisais du stand-up, en fait, à l'école, en side project, entre guillemets, et que tu t'es retrouvé quand même à faire le Casino de Paris devant 5000 personnes. Ouais. Non, mais je vais te... Ouais, j'avais un peu cette philosophie d'un peu dire oui à tout. Alors, certains me diront que c'est intelligent, d'autres te diront que c'est un peu con, mais il y a des potes qui m'ont dit à l'époque, vas-y, fais un sketch, on a besoin de quelqu'un pour un concours qui s'appelle le Campus Comedy Tour, écris un sketch et puis passe devant toute l'école. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, quoi. Et donc, je l'ai fait. Il y avait un autre mec qui le faisait dans l'école aussi. Il y a eu un concours dans l'école. J'ai été sélectionné. Il y a eu une vidéo qui a été diffusée. J'ai été sélectionné par des clics sur Internet, puis par un jury. Et puis, je me suis retrouvé de fil en aiguille au bout de quelques mois où on m'a dit, on m'a appelé un jour. Ah il y a une finale qui sera retransmise sur Comédie. Plusieurs fois sur Comédie d'ailleurs, à l'époque. C'était en 2012. Et il y aura une grande finale où vous serez 6 finalistes de toute la France. Donc, entre école de commerce et école d'ingénieur. Et vous serez en première partie de Bérangère Krief, Kian Kojandi, Alban Ibanov. Le moment le plus stressant de ma vie, faire rire 5000 personnes à côté, franchement, se balader, être au quotidien avec d'autres expériences que j'ai pu avoir, soit des pilotes de Formule 1, soit Jean Todt.
une fois que tu as connu ce stress-là, je pense que tu peux tout connaître. Et une super expérience, mais qui s'est très bien passée. Donc je tiens à te rassurer, les gens ont rigolé lors de mon passage. Donc ça, c'était déjà une victoire. Mais voilà, tellement j'étais stressé, je sais qu'on m'a dit que c'était bien, mais j'ai aucun souvenir de ce moment-là. Tellement j'étais stressé. En tout cas, j'adore la suite. Ouais. Pierre, merci. Merci à toi. Merci, monsieur.